Bonjour et bienvenue sur cette session Invest In qui est consacrée au Bénin et qui vous est proposée par l'Africa CEO Forum en partenariat avec Ecobank. Je suis votre hôte, Madjissem Beringay. Je suis présentatrice de télévision et consultante en communication stratégique. Alors, Invest In, c'est quoi? Eh bien, concrètement, Invest In, c'est une série d'événements organisés par l'Africa CEO Forum depuis maintenant quelques années et qui est consacrée à la présentation des opportunités d'investissement dans des pays d'Afrique. L'objectif de l'événement, de ces événements, est de participer à l'intégration économique du continent et de favoriser à la fois les investissements intra-africains et les investissements extérieurs au continent. Il s'agit également d'informer l'ensemble des investisseurs, notamment par le biais de la présentation de l'environnement des affaires et des réformes pro-business qui sont mises en œuvre par les pays. Alors, l'idée globale, c'est d'offrir un aperçu des meilleures opportunités d'investissement dans les pays concernés. On s'adresse bien entendu aux entreprises, aux institutions, aux financiers, aux fonds souverains, mais également aux diasporas en les encourageant à venir investir dans leur pays d'origine. Vous l'aurez compris, c'est un programme qui est riche par le contenu des discussions et des échanges qui se tiendront, mais riche également par le profil et la diversité des intervenants. Invest In, c'est une occasion unique d'identifier comment et où investir avec le maximum de succès. Aujourd'hui, c'est le Bénin qui est à l'honneur. Ces événements digitaux, Invest In, sont rendus possibles grâce notamment à nos partenaires, je l'ai dit précédemment. Pour cette session qui est dédiée au Bénin, nos remerciements vont à l'une des institutions financières les plus importantes d'Afrique. Il s'agit bien entendu de Ecobank. C'est également l'occasion pour moi de rappeler le retour prochain de l'Africa CEO Forum en tant qu'événement physique après près de 2 ans d'absence liée à la pandémie. Alors, l'événement de référence du secteur privé africain se tiendra à Abidjan les 13 et 14 juin prochains. Plusieurs sessions Invest In y auront d'ailleurs lieu. Mais pour le moment, revenons sur Invest In Bénin. Il y a quelques instants, j'évoquais la qualité et la diversité de nos intervenants. Eh bien, c'est le moment de vous introduire notre panel prestigieux qui est composé de personnalités influentes du gouvernement et du monde des affaires au Bénin. Au cours de cette session, nous aurons donc l'opportunité de nous entretenir avec M. Romuald Wadagni, ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Nous aurons également la présence de Mme Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation du Bénin, qui interviendra quant à elle lors du panel qui réunira les représentants de l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin, de Ecobank Bénin, MTN Bénin, Proparco, ainsi que le Conseil national du patronat. Je tiens à rappeler qu'à l'issue du panel, on organisera une séquence questions-réponses avec vous qui êtes dans l'audience. Alors, ce sera en fonction du temps, mais surtout, restez avec nous jusqu'à la fin et n'hésitez pas à nous poser vos questions au fur et à mesure. Des membres de notre équipe se chargeront de sélectionner les questions qui seront posées à nos intervenants. Sur ce, on peut commencer la session Invest in Bénin qui s'ouvre donc sur l'interview du ministre d'État Romuald Wadagni. Romuald Wadagni, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous pour cette session Invest in Bénin. Alors, contexte oblige, on entre dans le vif du sujet en parlant de la crise. Monsieur le ministre, vous venez de connaître la plus grave crise économique du continent depuis 50 ans. Et paradoxalement, le Bénin reste l'une des économies africaines les plus dynamiques en 2021. On avance le chiffre de 5,5%. Comment expliquez-vous cette résilience en comparaison notamment des autres pays de l'Afrique subsaharienne? Dans l'ensemble, les chiffres sont autour de 3,7% de croissance.
Oui, en fait, les 5% sont les prévisions de croissance que nous avions pour 2021. En réalité, nous sommes maintenant en février 2022 et les chiffres provisoires de 2021 annoncent plutôt une croissance de l'ordre de 7%. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que si le Bénin était capable en 2021 d'afficher une croissance à 7%, mais surtout en 2020 d'afficher une croissance à 3,8%, alors que l'ensemble des pays d'Afrique avaient un taux de croissance moyen beaucoup plus proche de 1%, c'est le résultat de deux choses. C'est le résultat d'un vaste programme d'investissement et de réforme que nous avons lancé en 2016. Nous avions fait le constat en 2016, quand le président Talon est arrivé, que nous avions une économie fortement dépendante du commerce avec le Nigeria, une économie peu profonde, une économie assez vulnérable. Donc, nous avons lancé un ensemble de réformes qui touchaient l'ensemble des secteurs de l'économie réelle et tout un grand programme d'investissement public, 9 milliards d'investissements. Alors, cette crise est arrivée en plein dans la deuxième phase du premier mandat du chef de l'État, où un ensemble de mesures, réformes, investissements avaient été déjà en place. Et donc, la croissance que nous avons obtenue en 2020, qui est une croissance quand même honorable compte tenu des contextes, a été attendue pour être de l'ordre de 8%. Donc, en gros, l'effet pour nous en 2020, c'est une chute de la croissance de l'ordre de 500 points de base. Donc, au lieu de un peu plus de 8, nous avons un peu plus de 3%. Et donc, voilà, c'est grâce aux réformes et aux investissements ambitieux lancés dès 2016 que nous avons réussi à nous positionner. Alors, très bien, justement, en parlant d'investissement, on le sait, la pandémie de la... Je reprends. Justement, en parlant d'investissement, on le sait, la pandémie du Covid-19 a affecté le niveau des investissements directs à destination de l'Afrique. On parle de moins 8% en 2020. Est-ce que vous êtes optimiste sur le fait que le continent puisse retrouver des niveaux pré-crise à court terme? Oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'Afrique demeure, malgré tout, l'un des continents où investir aujourd'hui rapporte beaucoup plus en rentabilité. Aujourd'hui, si je suis un investisseur et que je suis orienté uniquement par la rentabilité, du point de vue purement technique, le niveau de rentabilité attendu sur le capital investi demeure aujourd'hui élevé en Afrique. Donc, nous pensons que globalement, l'Afrique continuera à être une zone d'attrait pour les investisseurs étrangers. Cela dit, l'Afrique représente une zone de forte potentialité d'investissement, mais également l'Afrique a énormément d'enjeux, de challenges qu'il faudrait que les gouvernements continuent d'adresser pour que ce taux de rentabilité qui est accompagné actuellement d'un taux de risque élevé puisse devenir en fait quelque chose de tout à fait acceptable et que cet attrait soit confirmé. Donc, globalement, quand vous regardez au niveau mondial, les taux d'investissement direct étrangers ont globalement baissé, donc plus d'un tiers au niveau global. Et donc, quand on dit que ça a baissé de 8%, je pense que les chiffres sont plutôt de l'ordre de 15%, mais peu importe. L'idée, c'est que globalement, les investissements ont baissé, mais il faut retenir que l'Afrique reste une zone d'attrait, mais également une zone où les gouvernants doivent continuer à faire des réformes pour adresser des enjeux importants, que ce sont le capital humain, la sécurité, les enjeux climatiques. Si nous continuons à faire ces investissements, ces réformes pour apporter de la stabilité et de la sécurité aux investisseurs, mais je pense que cette perspective de l'Afrique continent d'attrait devrait continuer à se concrétiser. Quand on est investisseur et qu'on va dans un pays, la chose la plus importante, c'est la prédictibilité. Vous quittez votre pays, vous allez dans un autre. La première chose que vous voulez vous assurer, c'est que vous allez dans un environnement où vous pouvez prédire comment pourraient évoluer les réglementations, qu'elles soient fiscales, administratives, politiques. Cette prédictibilité manque aujourd'hui dans plusieurs pays. L'insécurité liée au mouvement extrémiste que nous voyons, la multiplication des coups d'État, un certain nombre de choses viennent rajouter en fait un manque de prédictibilité à un investisseur qui sera attiré par l'Afrique. Vous voulez aller dans un pays pour investir, au-delà de la rentabilité de l'investissement et de tout ce que vous voulez dire, c'est vraiment la prédictibilité. Parce que vous savez, au fond, même si les règles ne sont pas bonnes,
Ce n'est pas tant la qualité des règles qui compte. Ce qui compte, c'est leur prédictibilité. L'investisseur, si c'est que chez vous, voilà comment se passent les choses, il évalue et il vient en connaissance de cause s'il sait que ces règles sont prédictibles et qu'il a une stabilité pour opérer. Et c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui de notre continent de pouvoir rassurer sur cette stabilité, cette prédictibilité. Il passe par notre capacité à gérer les enjeux que j'ai mentionnés. Alors, autre bonne nouvelle, l'année dernière, le Bénin a réussi une levée de financement historique pour un pays africain, 1 milliard d'euros levés auprès d'investisseurs privés. Vous aviez même recueilli, je crois, plus de promesses que ce que vous recherchiez. Alors, c'est quoi la recette du Bénin pour susciter un tel engouement? Alors, en fait, avant de parler de recettes SIA, l'année passée, nous avons fait 2 opérations historiques en réalité. Celle dont vous parlez, ce n'est pas tant le montant d'1 milliard d'euros pour nous, l'enjeu, mais l'enjeu, c'est que pour une première fois, un État africain a réussi à émettre à plus de 30 ans sur le marché obligataire. Aujourd'hui, les emprunts supérieurs à 30 ans sont des emprunts plutôt que nous obtenons auprès de nos partenaires multilatéraux, Banque mondiale, BAD et autres. Mais aller sur le marché des investisseurs privés, donc le secteur privé international qui vous prête à plus de 30 ans, c'est un signal. C'est un signal qu'en Afrique, on est capable de rassurer les investisseurs, on est capable d'aller chercher des financements très longs sur le marché obligataire international. Donc ça, c'est ça le premier message de la première opération. Mais nous avons également en juillet fait une opération historique. Le Bénin a été le premier pays à émettre un emprunt obligataire adossé aux ODD. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons travaillé sur un cadre général qui reprend la liste des objectifs de développement durable, les ODD, avec le timeline de 2030. Et pour chacun des ODD, nous avons fait un programme de réforme et d'investissement pour permettre au pays d'atteindre ces objectifs-là. Et sur la partie investissement, nous sommes allés vers les investisseurs pour dire, voilà, nous avons besoin d'argent pour pouvoir faire plus d'écoles, plus d'eau potable, plus d'investissements à caractère social qui contribuent en fait à relever le niveau de nos populations, à apporter plus de prospérité. Et donc cette opération, qui est la première en Afrique, en fait, elle est intéressante parce que voilà un pays qui dit, je ne viens pas avec des investissements habituels du genre, je construis une usine. Donc c'est vraiment des investissements orientés à atteindre des objectifs de développement durable, mais pourtant nous avons eu l'attrait, l'écoute des marchés, et c'était une opération qui a été sursouscrite plus de 3 fois au-delà des besoins que nous avions. Et c'est aussi un message que les marchés, le secteur privé croient non seulement dans les prospects à long terme, on croit au Bénin, mais également le message qui est de dire, quand on travaille à la prospérité de la population, quand on travaille à former les populations, à leur apporter de la santé, les technologies numériques, la population, ces personnes mieux formées, mieux soignées, peuvent contribuer davantage à la production de richesses, peuvent accroître la productivité de l'économie réelle. Et donc, ce message-là a eu de l'écho. Et donc, c'est parce que nous allons faire ces investissements qui sont adossés aux ODD que nous allons, de façon indirecte, accroître la productivité globale du pays et donc accroître davantage de recettes publiques et donc notre capacité à rembourser. Donc, ça, c'était une opération intéressante et la première du genre que le Bénin a fait. Le secret de ces deux, pour répondre à votre question maintenant, c'est simple. Nous sommes convaincus d'une chose, on n'a pas besoin forcément d'avoir des ressources naturelles pour se développer. Quand on a l'énergie, le sérieux, un plan de travail clair, on travaille avec rigueur et en toute transparence avec ses partenaires, on arrive à atteindre les objectifs. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, quand vous êtes sérieux, travailleur et transparent, vous arrivez à trouver des solutions aux problèmes. Et c'est cette logique-là qui nous poursuit parce que nous n'avons pas de ressources minières, nous avons la force du travail, mais un travail fait avec vision, sérieux et surtout beaucoup de transparence avec nos partenaires. Oui. Je rebondissais sur la question des objectifs. Vous affichez l'ambition de dépasser les 8% de croissance économique d'ici à la 2026. Concrètement, comment comptez-vous y parvenir compte tenu des différents challenges que vous avez évoqués un peu plus tôt, notamment la fermeture des frontières avec le Nigeria, les problèmes de sécurité publique et surtout la conjoncture internationale liée à la pandémie de la Covid-19?
En fait, pour nous, les objectifs, c'est d'atteindre rapidement un taux de croissance à 2 chiffres avant 2026. Donc, c'est beaucoup plus que les 8%. Encore plus ambitieux. Très bien. Absolument. Et vous avez vu l'année passée, en 2021, on a fait 7%. Cette année, nous visons bien sûr de dépasser les 7,5%. Et donc, cette progression devrait nous amener très rapidement à un taux de croissance à 2 chiffres. Mais vous savez, au-delà des chiffres, ce qui nous importe, c'est comment faire globalement pour que le Béninois se sente bien, que le Béninois soit mieux formé, qu'il ait accès à soins de santé de qualité, aux soins, aux services publics de qualité et des opportunités de création de richesse, que ce soit par l'auto-emploi, par l'emploi salarial, la création d'entreprise, que le Béninois, dans son ensemble, où qu'il se trouve, ait voilà, ce sentiment de bien-être et de prospérité. C'est ce qui nous guide. Et pour ce faire, le programme d'action du gouvernement qui a été annoncé en janvier, qui est également un programme ambitieux, structuré toujours de la même manière, réforme et investissement, on parle de plus de 12 000 milliards d'investissements, va permettre d'accélérer la transformation de notre secteur agricole. Faire en sorte que la productivité du secteur agricole soit améliorée, faire en sorte que nos produits agricoles soient transformés. Nous avons lancé une grande zone industrielle agricole, dont l'objectif, c'est la transformation de nos produits agricoles. C'est une zone de plus de 10 000 hectares qui est préparée. Donc, la première phase a été lancée déjà l'année passée. Et sur ce second mandat, c'est voilà, comment faire pour que le secteur privé puisse être un fort contributeur de créateur de richesse. Comment faire pour que le secteur privé ait tous les facteurs nécessaires pour la création de richesse, c'est-à-dire avoir des gens formés, des travailleurs qui ont la bonne formation, une formation professionnelle technique adaptée, des travailleurs qui sont en bonne santé, des travailleurs qui évoluent dans un cadre, dans un environnement sain. Et donc, tous les investissements que nous faisons permettront d'avoir des citoyens qui évoluent dans un environnement sain, qui ont des opportunités pour travailler, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, mais également dans les secteurs modernes, que ce soit le numérique, et que globalement, nous voyons d'ici 2026 un pays où il y a manifestement de la prospérité et de la sécurité pour tous les citoyens. Et cette prospérité, cette sécurité se traduira par un taux de croissance qui se mesurera à 2 chiffres. Mais vraiment, ce qu'il y a dans notre tête, c'est comment faire pour que le citoyen ait plus de pouvoir d'achat, plus d'opportunités, soit mieux formé, soins de santé de qualité. Voilà. Et le taux de croissance sera une résultante de tout ça, de tout ce qui se passe. Très bien. Alors, en parlant du plan d'action du gouvernement, donc la première phase qui avait été finalisée en 2021, quels ont été les principaux défis et challenges que vous avez rencontrés? Le principal défi pour nous, c'est que nous étions sur un programme ambitieux de 5 ans. Nous nous sommes rendus compte très vite qu'il manquait de ressources humaines de qualité pour délivrer. Donc, nous avons dû faire appel à beaucoup d'expertise et mettre en place des dispositifs pour monter en puissance nos ressources humaines nationales. Le deuxième challenge, c'est que quand vous investissez énormément, vous voulez vous assurer que ces investissements restent quelque part dans le pays. Vous voulez vous assurer que quand vous passez des marchés à des entreprises internationales qui arrivent, il y ait un contenu local, que des citoyens soient formés, qu'il y ait une partie de ces investissements qui restent. Et le challenge, c'est que, je vais vous donner un exemple. Quand nous avons, dès 2016, lancé un grand programme de construction de la fibre optique dans le pays, on n'a pas été capable de trouver des ouvriers qualifiés pour intervenir sur ce projet-là. Il a fallu prendre des ouvriers d'un peu partout. Du coup, on a travaillé pour mettre en place, créer une école pour des métiers du numérique et de la fibre optique. Vous voyez? Mais quand on est arrivé avec ce programme, vraiment, l'un des grands défis, c'était de dire, mais on n'a pas assez de ressources humaines de qualité pour pouvoir contribuer à ces investissements. Il ne s'agit pas de faire des investissements et à la fin du cycle d'investissement, rien ne reste dans le pays, sinon ça ne sert à rien. Si on fait comme ça, si on investit, mais en n'ayant pas en tête, comment faire pour qu'il y ait des intrants locaux? Comment faire pour qu'il y ait du contenu local? Comment faire pour qu'il y ait transfert de compétences avec les entreprises étrangères qui viennent opérer? Mais vous allez avoir un cycle d'investissement qui va être accompagné par une cycle de croissance et après tout cela va chuter. Et donc le challenge, c'était ça. Et donc,
avec l'expérience apprise au niveau pendant le premier mandat, nous avons pris les mesures pour que lors du second mandat, que nous n'ayons pas ces mêmes situations. Et quand je dis que nous avons pris des mesures, nous avons fait plusieurs choses et je voudrais en mentionner deux ici. La première, c'est la décision du gouvernement de transformer totalement notre système éducatif. Nous avons décidé en 2019 que 70% des Béninois devraient être désormais formés à l'enseignement professionnel et technique. Il faut avoir plus d'ingénieurs, plus d'ouvriers qualifiés qui peuvent travailler les métiers du bois, les métiers du numérique, etc., plutôt que des remuants de Wadaï. Donc, ça, c'est la première réforme importante qu'on a faite. Donc, tout un grand programme. Et je suis heureux parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous avons signé un financement de 300 millions de dollars avec la Banque mondiale, justement pour accompagner ces investissements, pour transformer nos lycées à caractère général en lycées techniques, etc. Donc ça, c'est la première chose que nous avons faite. La deuxième, c'est de dire, quand nous faisons des grands investissements, je donne l'exemple, nous investissons par exemple dans les logements sociaux, 20 000 logements sociaux, mais nous avons besoin de construire des portes, de mettre des carreaux, de mettre des fenêtres, etc., de mettre des câbles électriques. Mais pourquoi ne pas produire l'essentiel de ces intrants localement? Maintenant que nous avons un cadre de doing business, un cadre général du climat d'affaires totalement rénové, amélioré, maintenant que nous avons réglé la question de l'électricité, l'électricité est disponible à un prix raisonnable, maintenant que nous avons lancé le programme de formation professionnelle technique, mais il faudra attirer des entreprises pour que les intrants qui rentrent dans nos projets, dans nos investissements, soient en partie fabriqués localement. Et donc ça aussi, cette décision a été prise et nous travaillons pour fabriquer un maximum d'intrants en local pour que, à la fin de notre grand cycle d'investissement, nous soyons dans une posture où le secteur privé béninois prenne le relais de la croissance. Très bien. Donc, on l'a compris, les deux piliers, donc la ressource humaine et le local content. Absolument. Très bien. Alors, Monsieur le ministre, le mot de la fin vous revient. Avez-vous un message à adresser aux potentiels investisseurs qui seraient intéressés par le Bénin? Avant d'adresser le message, j'ai assisté pas plus tard qu'hier à un échange qui m'a édifié. Parce que parfois, vous êtes dans l'action et vous ne vous rendez pas compte vous-même totalement de la perception que l'extérieur a sur vos actions. J'étais avec le président de la Banque africaine de développement hier et dans un entretien, il demande à un investisseur qui s'est installé au Bénin il y a peu de temps, il dit, mais qu'est-ce qui vous a décidé à venir au Bénin? Il a dit, quand je suis venu monter ma société ici, j'essaie de monter la société également dans plusieurs autres pays de la région. Dans la liste des pièces à fournir, il fallait fournir un acte de naissance. Or, dans mon pays, nous, on a des passeports, on n'a pas ce concept d'acte de naissance. Et pour avoir l'équivalent, c'est compliqué, il faut retourner dans ce pays, etc. Et donc, pour lui, c'était difficile d'avoir cette pièce administrative nécessaire pour la création de société. Il a saisi les autorités, il était 15 heures, le lendemain à 8 heures, une mesure administrative a été prise pour changer les pièces nécessaires à la création d'entreprise. Et désormais, un passeport, une carte d'identité seule suffit pour la création d'entreprise. On peut même la scanner et faire la demande en ligne. Et il dit, mais qui n'a jamais vu une rapidité de décision et d'action d'un État. Et c'est ça, en fait, le Bénin. Nous avons à la tête aujourd'hui du Bénin un chef de l'État qui vient du secteur privé. Vous avez beaucoup de ministres et de personnes, membres du gouvernement, qui viennent du secteur privé, donc qui savent que le temps, c'est de l'argent, qui savent ce que c'est qu'investir, et donc qui ont le réflexe de réparer ce qui ne va pas. Dès que nous sommes saisis d'une difficulté pour le secteur privé, qu'il soit secteur privé national ou international, tout de suite, nous agissons pour corriger. Et c'est ça la dynamique. Et c'est vraiment ça que je veux lancer comme message. Dire aux investisseurs, vous pouvez venir au Bénin aujourd'hui parce qu'il s'agit d'un pays où vous allez être compris, vous avez un cadre stable, prédictible, vous avez des règles qui permettent de pouvoir employer des travailleurs, avoir une fiscalité transparente, claire, simplifiée, pouvoir avoir accès à l'exploitation, à un accompagnement sur plusieurs mesures. Et donc, finalement, vous venez au Bénin, vous avez des gens qui comprennent le secteur privé. C'est rare. On est un des rares pays aujourd'hui où le leadership à haut niveau vient du secteur privé, donc comprend le secteur privé. En venant au Bénin, vous posez un problème, vous allez avoir de la réactivité. Vous avez une chaîne de décision qui est très courte. Dès que le problème est levé, le conseil des ministres se réunit et les décisions sont prises.
comme l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Très bien. Monsieur le ministre, nous arrivons au terme de cette interview. Merci pour cet entretien riche en informations. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, pour cette seconde partie de notre session Invest in Bénin, comme annoncé en introduction, nous avons réuni un panel prestigieux composé de personnalités influentes du gouvernement ainsi que de personnalités du monde des affaires au Bénin. Personnalités qui vont nous partager leurs expériences, les challenges auxquels ils font face, mais surtout nous présenter les opportunités d'investissement qu'offre l'économie béninoise. Au cours de ce panel, nous aurons le plaisir d'être rejoints par notre invitée spéciale, Madame Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre en charge du numérique et de la digitalisation du Bénin. Alors, l'heure des présentations de nos panélistes est arrivée. Nous font donc le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur Laurent Gangbès, directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Monsieur Lazare Noulekou, directeur général Ecobank Bénin. Madame Myriam Brigui, directrice du réseau Proparco. Avec nous également Mrs. Uche Ofodile, CEO MTN Bénin. Et enfin, Monsieur Eustache Cotingan, président du Conseil national du patronat. Chers panélistes, merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous ouvrons tout de suite le bal avec Monsieur Laurent Gangbès. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin, dite APIEX. C'est bien ça. Alors, par quels moyens l'APIEX s'emploie-t-elle à faire du Bénin une destination de choix pour les investisseurs? Merci pour votre question. C'est une question qui me permet de faire la transition avec les propos du ministre d'État Romuald Wadani, qui a insisté sur le fait que l'un des déterminants de l'attractivité du Bénin aujourd'hui est lié au dispositif qui a été mis en place par le gouvernement pour attirer les investisseurs dans notre pays. Ce dispositif s'articule autour de la mise en place de l'Agence de promotion des investissements et des exportations, qui est le guichet unique d'accueil, d'orientation, de traitement des demandes des investisseurs qui viennent au Bénin. Cette agence a pour mission de traiter toutes les demandes des investisseurs et de recueillir pour les investisseurs les différentes autorisations nécessaires au développement de leur business au Bénin. L'investisseur qui vient au Bénin n'a pas besoin, je dirais, de passer de ministère en ministère. Il y a un seul point et les réponses lui sont données immédiatement sur la faisabilité de son projet, sur les autorisations qu'il devra obtenir, et c'est l'agence qui preste pour le compte en fait de l'investisseur et qui se charge de lui trouver l'ensemble des autorisations nécessaires à la mise en place en fait de son projet dans notre pays. Très bien. Merci, Monsieur Gangbès. Alors, on le sait, les banques jouent un rôle de premier plan dans la sécurisation des investissements et dans le financement des économies. Eh bien, pour aborder le sujet aujourd'hui, Monsieur Lazare Noulekou, directeur général Ecobank Bénin. Bonjour. Alors, Monsieur Noulekou, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, Madame Magicien, je vous entends bien. Merci. Alors, très bien. Ma question est donc la suivante. Comment Ecobank accompagne-t-elle le développement du secteur privé et la création de valeur au Bénin? Ok, merci, Madame. Tout d'abord, je remercie les autorités, les deux ministres qui ont déjà fait leur présentation et aussi tous les panélistes. Vous savez, c'est une première édition pour cet événement Invest in Bénin. Et je tiens à remercier
les autorités pour l'opportunité que nous est offerte pour aborder les questions d'accompagnement du secteur privé par notre institution. Et comme vous le savez, suivant les orientations stratégiques des instances de nos cadres délibérants, nous intervenons dans plusieurs secteurs d'activité. Et parmi ces secteurs d'activité, vous avez le secteur agricole qui contribue bien sûr à 32,7% du PIB. Vous avez plusieurs secteurs comme l'énergie, les industries de transformation, vous avez le secteur télécom et aussi le port autonome de Cotonou qui est l'épine dorsale du Bénin pour la desserte des pays de l'Interland et bien sûr aussi du Nigeria, comme vous l'avez cité tantôt. Et depuis plus de 20 ans, EcoBank intervient dans l'accompagnement de ces entreprises à travers 3 secteurs que nous avons cités. Nous avons d'abord les grandes entreprises, les moyennes entreprises et la banque des particuliers. Et c'est à travers ces 3 instances que nous prenons en charge les besoins de la clientèle. Et comme vous le savez aussi, nous sommes entrés dans la crise pandémique à une période difficile où, en dehors de ces produits classiques que nous mettons à la disposition des opérateurs économiques, nous avons aussi développé les produits digitaux pour les entreprises et aussi les particuliers. C'est des produits qui sont adaptés à l'utilisation et qui présentent plus de confort, de commodité dans leur utilisation. Pour maintenant emboîter le pas au volet agricole et par rapport à ce que le ministre d'État avait dit tantôt, nous avons un montant pour le PAG2 qui s'élève environ à 12 000 milliards de francs CFA, pardon, et qui permet aujourd'hui à l'État de transformer ces produits et de les écouler sur les marchés européens. Sur cette base, c'est un projet assez ambitieux et qui change complètement le business model du Bénin et qui permet d'avoir une visibilité pour tirer la croissance de 7% vers les 2 points à l'horizon 2026. Je vous remercie. Très bien. Alors, Madame Rigui, je suppose que vous vous retrouvez un peu dans ce que vient de dire Monsieur Noulékou. Je rappelle que vous êtes directrice du réseau de Proparco, la filiale de l'AFD qui est dédiée au secteur privé. Bonjour. Bonjour Madame et bonjour à tous. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quels sont les outils de Proparco pour soutenir les investissements au Bénin? Alors, merci tout d'abord pour cette question. Et en effet, vous l'avez introduit déjà, nous sommes en charge exclusivement du financement et de l'accompagnement du secteur privé dans nos pays d'intervention, le Bénin en faisant évidemment partie, et où nous avons été actifs par le passé, où nous le serons encore plus dans l'avenir, compte tenu d'un contexte rappelé par Monsieur le ministre, extrêmement prometteur et des signaux positifs qui mettent le secteur privé à raison vraiment au centre de l'échiquier de la croissance économique. Proparco, en fait, a la particularité, je dirais la spécificité dans le monde des banques de développement d'intervenir avec un continuum de solutions intégrées, allant de la prise de participation, y inclus sur des tickets assez de petite taille, hein, avec notamment le capital risque, à le financement par des instruments en dette senior, en passant notamment par les instruments de garantie en prêt de partenaires et notamment de partenaires bancaires. Je salue à cet égard le groupe EcoBank avec lequel nous travaillons en partenariat, et nous faisons aussi des instruments de dette subordonnée ou d'autres émissions de financement hybride, je dirais. Donc voilà, donc Proparco a cette particularité-là d'être sur toute la chaîne de valeur de la palette d'instruments. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on peut au mieux servir nos objectifs de développement durable et plus particulièrement le financement, qui est un sujet qui nous intéresse ici, hein, de la croissance économique et donc le financement des PME, des TPE, des startups, qui est un élément central dans notre stratégie. Voilà, je vous remercie.
Merci, Madame Brigui. Donc, nous venons d'avoir le point de vue de deux institutions financières et je pense que c'est le moment de recueillir l'expérience d'un investisseur international déjà implanté au Bénin. Je vais donc m'adresser à Madame Uche Ofodile. Hello, Mrs. Ofodile. Hello, good morning. Morning. So first and foremost, my congratulations. You've just been named CEO of the Year. Thank you very much. Thank you. So, Mrs. Ofodile, we just had the point of view of two financial institutions regarding investments in Benin. Now we want to have a different perspective. So could you please share with us MTN's experience as an international investor in Benin? Okay, so thank you for the question. And first of all, I'd just like to say a thank you to the Minister of State for a really great presentation on why to invest in Benin. MTN has been here for many years, but I will speak specifically on my time here over the last 18 months. I think we've seen that the Benin Reveille agenda is very closely aligned to what MTN is looking to achieve in many of its countries. It's about providing access to the population. And so there's a very strong case in terms of driving an investment for access in the country. Just to give you an example, in the last 2 years, we have increased our capital investments in the country. And this year in 2022, we'll be investing about $65 million just on access, just on capital investment. This shows that we have a lot of confidence in terms of what the government is trying to achieve here. I think the second thing in terms of our experience as an investment is just the transparency and openness of the government of Benin. When you speak to various members of the cabinet or just other members of the government, there is a consistency in terms of the messaging of what they want to achieve there. And I think what that leads to is a confidence and trust of the agenda of the government, which makes it a lot easier for us to make these kind of operational and capital investments in the country. So to give an example for MTN, beyond access, we're also investing in digital financial inclusion, either directly or indirectly. We're also investing quite significantly in sports development because we know that that has an impact on the economy as well. So we've moved beyond the things that MTN would typically invest in and saying, what are the other ways that we can support the economic growth of the country? So I think I'm saying all this to say that our experience here has been really positive. And we just had our group CEO here last week. He's extremely bullish on Benin and is looking to do much more investment over the next 3 years, which he has committed to publicly. Thank you for sharing your experience with us. Alors, je reviens en français. Donc, lors de la première partie de cette session, Monsieur le ministre Romuald Wadani a affirmé que le secteur privé était au cœur de la stratégie portée par le gouvernement. Donc, naturellement, je me retourne vers vous, Monsieur Eustache Cotagnan. Vous êtes président du Conseil national du patronat. Bonjour. Bonjour, madame, et bonjour à tous les panélistes. Alors, Monsieur le Président, le PAG 2 est lancé et la part du secteur privé a été estimée à environ 80% des financements attendus. Ma première question, est-ce que vous avez été consulté lors de l'élaboration du programme? Écoutez, le PAG, ça signifie déjà que c'est Programme d'action du gouvernement. Et vous savez que c'est une initiative gouvernementale qui définit donc les programmes et les projets de développement du pays selon la vision, l'orientation publique et la politique donc, économique de ce gouvernement. Donc, le PAG 1 nous a impacté et à cette étape, pour la deuxième phase du PAG, une consultation préalable du secteur privé n'est plus forcément nécessaire pour son élaboration. En revanche, le secteur privé étant reconnu comme le principal acteur du développement économique, le gouvernement a procédé évidemment à une vulgarisation du PAG à travers une grande sensibilisation avec ses partenaires privés, ce qui a été fait le 1er février dernier
afin donc de mieux faire impliquer donc, dans sa mise en œuvre donc, de ce PAG. Bon, il faut préciser que le PAG2, pour le CPAG2, 80% des investissements effectivement requis seront portés par le secteur privé et surtout que 52% des financements concerneront donc le PPP, c'est-à-dire le partenariat public-privé. Et concrètement, quelle appréciation faites-vous de ce programme? Il s'agit d'abord d'un programme ambitieux de 12 000 milliards de francs dans la réalisation des projets, dont cette réalisation des projets vont impacter la plupart de la nation béninoise et particulièrement le secteur privé en tirera beaucoup. Si les mesures d'accompagnement prévues par le gouvernement sont effectivement mises en place, ce programme prévoit la création d'1,3 million d'emplois directs et indirects. Le secteur privé étant créateur d'emplois se doit de s'impliquer dans ce programme, dans la mise en œuvre de cette ambition. Alors, par conséquent, outre la contribution du secteur privé dans la mobilisation des ressources publiques, c'est-à-dire 48% au plan interne à travers la collecte des impôts, il serait souhaitable que les projets dont les financements sont concernent le PPP soient davantage portés à la connaissance du secteur privé national à temps afin qu'ils se mobilisent soit individuellement ou soit en joint venture pour participer à leur réalisation. En tout état de cause, le secteur privé béninois entend aussi bien jouer pleinement sa partition dans la mise en œuvre du PAG2 à travers un bon programme de sensibilisation à mettre en place par le Conseil national du patronat. Merci, M. Kondangan. Alors, ce programme d'action du gouvernement que nous venons d'évoquer, mais également l'accent sur le numérique. Eh bien, c'est l'occasion d'en parler avec notre invité spécial que nous accueillons dès maintenant. Madame Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Et vous? Très bien. Bonjour, je vous entends très bien également. Alors, bonjour à tous les panélistes. Très bien. Alors, vous êtes ministre en charge du numérique et de la digitalisation du Bénin. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, du fait de l'accélération phénoménale liée à la crise globale, à la pandémie globale, l'économie numérique représenterait aujourd'hui près de 20% du PIB mondial. Alors, quelles sont les mesures mises en place par votre gouvernement pour permettre au secteur privé béninois de profiter, de prendre pleinement part à cette révolution? Merci. Alors, il faut déjà dire que le Bénin n'a pas attendu la pandémie de la COVID pour positionner le numérique, la révolution numérique, comme un des volets phares de son programme d'action du gouvernement. Le président Patrice Talon, grand bâtisseur, a bien compris très tôt l'importance et les enjeux du numérique pour un pays comme le nôtre. Le numérique comme étant un élément catalyseur de tous les secteurs, tous les domaines d'activité. Donc très tôt, en 2016, le diagnostic des inefficacités a été fait et les actions qui devaient en découler ont aussi été mises en place. Nous avons, dans le diagnostic, très bien vu qu'il y avait une marge, disons, de progression importante, un taux de pénétration faible, autour de 20%, alors que les attentes étaient fortes et surtout que la vision était très grande. Donc, pour moi, ça m'amène à la première mesure pour répondre spécifiquement à votre question, qui est que pour que le secteur privé béninois puisse pleinement en fait jouer son rôle, il faut d'abord une grande vision. Il faut une vision parce qu'en tant qu'investisseur, vous avez besoin de savoir que le secteur que vous embrassez, dans lequel vous voulez investir, est un secteur qui a l'attention des autorités.
Donc, première mesure, c'est une vision très forte au niveau du Bénin pour le positionnement du numérique. Deuxième mesure qui me paraît importante, et je crois que le ministre d'État en a parlé tout à l'heure, c'est la prédictabilité. Au Bénin, nous avons un code du numérique qui est un arsenal juridique complet qui adresse tous les volets dans le secteur du numérique et qui permet à un investisseur de savoir à quoi s'attendre dans ce secteur au Bénin. Les régimes qui sont en cours, les obligations et bien sûr tous les textes d'application de ce code du numérique promulgué par le président depuis 2018 viennent en fait apporter cette prédictabilité. Troisième mesure, je peux parler du code des investissements. Et M. Gangbès, qui est sur votre panel, peut vous en parler plus explicitement. Ce code qui, en fait, rend aussi éligibles les projets numériques à des facilités fiscales, des exonérations de douane. Donc aujourd'hui, vous avez un projet fibre d'une certaine envergure, vous pouvez bénéficier donc de ces facilités-là. Et puis, dernière mesure, parce qu'on ne va pas toutes les citer, malheureusement, on n'en aurait pas le temps. Le secteur privé qui investit a besoin de savoir que ces investissements ne seront pas idle, ne seront pas vains, pardon. Donc, le gouvernement a beaucoup investi en termes d'investissement public pour susciter la demande, de façon à ce que la directrice générale de MTN, qui établit un réseau, qui a besoin que les Béninois en profitent, eh bien qu'elle sache que le gouvernement béninois a mis en place, par exemple, une plateforme de services avec des services dématérialisés et ainsi être sûr que les Béninois, les entreprises béninoises aussi vont utiliser ces plateformes pour pouvoir consommer les services mis en place par cet opérateur. Donc, susciter la demande, ça fait aussi partie des mesures du gouvernement pour que le secteur privé béninois puisse pleinement, en fait, se sentir à l'aise pour investir. Très bien. Et dans quel domaine en particulier vous souhaiteriez que les investisseurs qui nous regardent s'impliquent afin notamment de participer au développement de l'écosystème numérique? Écoutez, le numérique a ceci de fort qu'il n'y a pas un domaine en particulier. Tous les domaines peuvent profiter en fait des infrastructures et des investissements dans le numérique. Cependant, si je dois spécifiquement répondre à la question, je dirais que tout ce qui contribue à l'accélération de l'aménagement numérique de notre pays nous intéresse au plus haut point. Les investisseurs qui donc veulent établir devenir par exemple des fournisseurs d'accès à Internet. Tout à l'heure, je parlais du code du numérique. Ce serait intéressant pour eux de savoir que dans notre politique aujourd'hui, être un FAI au Bénin ne nécessite plus d'avoir une licence. Vous venez, vous demandez une autorisation et vous pouvez commencer à opérer. Donc, tout ce qui participe au développement des infrastructures, au développement des contenus, est en fait un des éléments qui nous intéresse vraiment beaucoup et dans lesquels nous sommes prêts à assister justement les investisseurs. Après, le ministre d'État a parlé de notre stratégie en termes d'enseignement technique et de formation professionnelle. Je veux revenir sur ça. Nous souhaitons, dans le secteur du numérique, développer des compétences fortes pour notre pays, compte tenu de cette transversalité dont je viens de parler. Et donc, toutes les initiatives autour donc, de ces développements de compétences seront également regardées avec attention. Donc, pour conclure, je dirais que nous sommes ouverts à toutes les propositions, dont celles que je viens de citer, surtout dans le sens de dire que nous voulons du numérique pour le développement économique et du numérique pour le bien social, pas pour la technologie. La technologie n'est qu'un outil, nous voulons des solutions. Et donc, tous les investisseurs qui sont dans cette dynamique seront les bienvenus au Bénin. Merci, Madame la Ministre. Alors,
partout en Afrique, on assiste à l'émergence d'acteurs numériques qui sont innovants et créateurs de richesses. En 2021, les startups africaines ont levé plus de 5 milliards de dollars en financement, mais les grosses économies telles que le Nigeria ou encore l'Afrique du Sud sont les premières à bénéficier de ces financements, notamment liés à la taille de leur marché. Alors, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire comment les investisseurs, comment on peut attirer les investisseurs vers des économies plus petites telles que celle du Bénin? Alors, au Bénin, nous avons, au niveau du gouvernement, et ça c'est insufflé par le chef de l'État, tendance à croire que la taille de notre marché ne nous limite pas. C'est pour ça que je vais vous contredire un peu en disant que aujourd'hui, même si effectivement vous avez raison, les marchés ou les pays comme l'Afrique du Sud et le Nigeria ont capté une grande part effectivement de ces participations dans leurs start-up. Nous avons l'intention de ne pas être du reste au Bénin en dépit de la taille qu'on peut dire réduite de notre marché, parce que nous pensons, en ce qui concerne le numérique, que le marché n'a aucune barrière. Lorsque vous avez une solution numérique, un Béninois peut en profiter, une entreprise béninoise, mais aussi une entreprise kenyane, une entreprise ou un ressortissant du Rwanda, de la Côte d'Ivoire. Le numérique a cela de magique que les marchés sont ouverts. Nous sommes dans un marché numérique ouvert. Et donc, nous faisons ce qu'il faut pour que également notre écosystème des startups puisse être suffisamment structuré, solide pour susciter l'intérêt des investisseurs. Au nombre de ces actions, je vais citer par exemple le fait que nous avons en place aujourd'hui des facilités fiscales. C'est la dernière loi des finances qui vient de le mettre en place, des facilités pour les startups du Bénin. Nous avons aussi de grandes initiatives au niveau des investissements publics parce que l'État n'hésite pas à investir là où c'est vraiment utile. L'initiative Semecity, qui est notre projet majeur, notre programme majeur en fait de structuration de l'écosystème. Et puis, bien sûr, avec nos partenaires, nous avons aussi organisé les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant pour permettre justement en sortie d'avoir des entreprises qui méritent l'attention des investisseurs et des business angels. Donc, tout ça mis ensemble va nous mener, et c'est vraiment notre objectif, vers des startups béninoises attractives, vers des startups béninoises qui sont capables d'adresser donc ces besoins africains et mondiaux. Et donc, je peux vous assurer que les bilans dans quelques temps feront également la part belle à notre pays, au Bénin. Merci. Merci, Madame la ministre, de nous avoir accordé de votre temps. Je vous remercie. Alors, nous venons de voir à l'instant les opportunités d'investissement dans le secteur numérique, mais d'autres secteurs offrent des potentialités particulièrement intéressantes. Je m'adresse à Madame Brigui. Alors, quels sont les secteurs dans lesquels Proparco envisage d'investir et pourquoi? Alors, je vous remercie pour la question. Proparco, déjà, il faut le savoir, intervient sur un nombre de secteurs assez diversifiés, allant de l'agro-industrie et le secteur agricole, les secteurs sociaux avec la santé et l'éducation, les énergies, les infrastructures. Et évidemment, je parlais tout à l'heure de la PME et de la finance PME, donc ça passe beaucoup par notre métier d'intermédiation, où nous accompagnons tous les acteurs financiers, banques, acteurs de la microfinance et autres institutions financières, y inclus des institutions non nécessairement régulées. Ayant dit ça, et si je me penche sur le Bénin, dans ce contexte très prometteur, avec une économie qui se montre résiliente, et surtout grâce à ce pacte, le PAG, où on voit bien, et Proparco voilà, est quelque part en ligne totalement avec toute cette perception
du rôle prépondérant et nécessaire en fait du secteur privé dans la croissance du pays, nous regardons de plus près quelques secteurs majeurs en ce moment même. Je citerai 3 d'entre eux où nous avons vraiment un travail en cours actuellement au Bénin. Le secteur des énergies et des énergies renouvelables, avec là aussi des réformes et un cadre institutionnel et public qui est plutôt en la faveur du lancement de programmes de développement de l'énergie renouvelable pour diminuer de la dépendance éventuelle du Bénin vis-à-vis de pays limitrophes en matière d'importation et aussi améliorer l'accessibilité sur un secteur quand même clé pour les populations. Le deuxième secteur, Madame la ministre parlait du numérique et je mettrai ça dans un secteur un peu global, en effet, numérique et télécommunications au sens large, qui est un secteur aussi qu'on regarde de très près aujourd'hui. Le troisième secteur reste quand même le secteur, je dirais, de l'intermédiation financière, où là, au travers d'acteurs de l'inclusion financière, des institutions de microfinance, mais aussi, et là aussi, on a un cadre de plus en plus favorable à ça, le secteur bancaire avec l'accompagnement des banques pour mieux toucher le tissu économique local, qui est vraiment le tissu générateur d'emplois, générateur de richesses pour le pays. Donc je dirais que c'est ça les 3 axes qu'on regarde. Évidemment, on a financé par le passé des acteurs de l'agro-industrie, et qui est un secteur important. Et on travaille également en synergie avec notre maison mère, l'AFD, qui elle accompagne plutôt le secteur public et des programmes, notamment sur l'éducation, et tout ce qui a trait à l'urbanisation, en tout cas les aspects d'urbanisation durable. Et là, il y a des synergies réelles entre le public et le privé que nous tâcherons en tout cas de savoir mettre à profit pour les populations, la population locale et pour le secteur privé. Je vous remercie. Merci à vous. Et vous alors, Monsieur Gangbès, en dehors des secteurs déjà cités par Madame Brigui, quels sont les secteurs porteurs auxquels un investisseur devrait porter attention en priorité? Merci beaucoup. Alors, les secteurs porteurs, ce sont les secteurs qui ont été définis par le gouvernement comme prioritaires à l'investissement privé. Parce que l'APIEX accompagne les investisseurs dans le cadre en fait des investissements dans le secteur privé. L'État investit sur le secteur public pour permettre justement d'avoir un cadre des infrastructures pour permettre au privé de pouvoir s'installer dans de bonnes conditions. Alors, en termes de secteur, pour répondre de manière précise à votre question, il y a tous les secteurs de l'agro-industrie. Nous avons au Bénin une richesse qui est le secteur agricole. Et nous avons comme ambition, comme l'a rappelé le ministre d'État chargé des Finances, de transformer la quasi-totalité de notre production agricole dans notre pays. C'est dans la transformation qu'il y a création de valeur. Et donc, nous avons défini un certain nombre de secteurs, notamment le coton, où nous sommes devenus depuis 3 ans le premier producteur africain de coton, avec une production de près de 730 000 tonnes par an. Il y a le secteur de la noix de cajou, de l'anacarde, où nous sommes 3e en Afrique pour la production de la noix d'anacarde, et nous avons également de fortes ambitions dans ce secteur. Nous avons également le secteur de la transformation des fruits, notamment l'ananas. Nous avons une variété qui s'exporte très très bien en brut, et nous sommes attelés à faire venir depuis 2-3 ans des investisseurs dans ce secteur qui transforment localement l'ensemble de notre production pour exporter en Europe et aux États-Unis. Et donc, nous mettons beaucoup d'énergie, non seulement pour augmenter la production agricole, mais également assurer leur transformation sur place.
Donc, de manière très précise, les secteurs d'activité. Alors, Monsieur Gangbès, Monsieur Gangbès, on ne vous entend plus. Alors, est-ce que vous pouvez... Alors, et là, vous m'entendez? Là, je vous entends. Alors, la dernière chose qu'on a entendu, c'était donc votre conclusion et vous faisiez un résumé des secteurs. Et voilà, vous alliez commencer à résumer un peu les secteurs que vous aviez. Alors, je disais que le secteur de la transformation agro-industrielle sont des secteurs très importants. Également, tous les secteurs qui sont supports à la transformation agro-industrielle, comme les secteurs de l'emballage, sont des secteurs pour nous qui sont très importants et nous demandons, en fait, nous attirons des investisseurs dans ces domaines. Très schématiquement, aujourd'hui, nous avons un certain nombre de succès dans l'attractivité de notre pays, dans la transformation textile. Nous avons 11 usines qui vont s'installer dans la zone de Godigwe, 14 usines dans la transformation de noix de cajou et des activités liées à la transformation de fruits et légumes dans notre pays. Donc, ce sont des secteurs très importants. Là, ce sont les secteurs agricoles. Dans les autres secteurs, notamment dans le secteur, vous savez, il y a tout un ensemble en fait de secteurs liés à la qualité des infrastructures numériques qui sont mises en place, notamment tout ce qui concerne les call centers et tout ce qui concerne en fait les BPO, c'est-à-dire les secteurs qui vont permettre en fait d'assurer des prestations de services pour des entreprises qui sont installées à l'extérieur, notamment la comptabilité, notamment le service commerciaux, qui vont être opérés depuis le Bénin, et cela dépend de la qualité des infrastructures de communication numérique. C'est pour rejoindre les investissements dont a parlé Madame la ministre de l'économie numérique tout à l'heure. Donc, nous travaillons vraiment sur ces sujets-là de manière à augmenter l'attractivité de notre pays et surtout à faire en sorte que de nombreux emplois soient créés dans ces secteurs. Merci, Monsieur Gangbès. Alors, attirer les investisseurs, c'est une chose. Garder en est autre, et ce, d'autant plus que les pays se livrent une concurrence féroce pour attirer et retenir les investisseurs. Mrs. Opodile, can you hear me? I couldn't hear you for a second. I can hear you now. Yes. Great. What was the question? So, yeah, what I just mentioned is that attracting investors is one thing, keeping them is another one. And the competition between the countries to attract and then retain investors is intense. You, Mrs. Opodile, you have worked in countries such as DRC, Nigeria, Ghana, Liberia. So my question is, compared to other countries, what are the key characteristics that make Benin particularly attractive for foreign investors? I'm so glad you've given me an easy question to answer. I think the first thing that I would highlight, I mean, we've heard from both the Minister of State, we've heard from Madame la Ministre, we've heard from Monsieur Gangbès as well. The one thing that's very consistent is the passion that you hear them speak with about their country and the things that they're trying to do here. But of course, investors cannot eat passion. So one thing that I think has been very interesting for me personally is in traveling around the country, you see that the words, the passion, all the things that they're saying that they want to achieve are already in action, whether you're in the north, in the south, in the east, in the west. Everything that they're talking about in terms of investment in infrastructure, investment in people, investment in tourism, they are happening. It's one of the first times I've seen a plan live in action. I mean, and as you mentioned, I've worked in several other countries. So this is something that I would say is very unique here. They walk the walk. I think that's very important.
The second thing is around, I spoke about this earlier, the transparency and openness. So if I talk about this from a regulatory perspective, I think they have done a really good job in ensuring that there is a good regulatory and business environment to operate in. I'll give you a very small example. In many of the other countries that I've worked in order to come into the country, and this is a very small example, in order to come into the country can sometimes be quite a difficult process. For an investor who is even looking to just come and take a look at Benin, that process is literally 5 minutes online. And so it's again, a match in terms of what their ambitions are and what they're looking to do. And I think the third thing as well, and Mr. Davinder spoke about this earlier, is that there are just so many opportunities for investment. I mean, he spoke about infrastructure, he spoke about agriculture. I would also, highlight tourism as well. And one of the other areas I would say that it's quite interesting that MTN is looking at beyond digital technology and financial inclusion is the creative industry as well that is very much up and coming. So for an investor who is looking to come in here, there's a good business environment. There's a government that's very committed to the things that they are speaking about, that they're looking to do, that they are in action already. So this is not about just talking. It's really about a country that is looking to punch above its weight in West Africa and Africa in general. And I think the third thing is just the amount of opportunity and the kind of business environment that they're trying to create. Simplicity, transparency, honesty, trust. I think they're they're very committed to ensuring that this is a business environment that is enabling, because they understand that when you look at it on paper, that they may be smaller, but this may be a much easier place to do business, a simpler place to do business, with many more opportunities without the degrees of complexity that you find in many of our other markets in Africa. Thank you, Mrs. Ofodile. Alors, un des éléments qui, on le sait, est particulièrement déterminant dans l'attractivité d'un pays, c'est ce qu'on appelle globalement le climat des affaires. Sur cette question, je m'adresse à vous, Monsieur Noulikou. Alors, le paysage béninois a beaucoup changé au cours de ces dernières années. En tant que professionnel qui accompagner des acteurs économiques, pour vous, quels sont les changements les plus notables? Je fais allusion aux difficultés, aux barrières, aux défis auxquels faisaient face par le passé les acteurs du secteur privé et qui aujourd'hui ont été résolus. Merci, madame. Tout d'abord, je veux revenir un peu sur la trajectoire tracée dans le PAG2, où dans un premier temps, le Bénin a fait mieux en développant sa production cotonnière avec les autres productions agricoles aussi, l'anacarde, le soja. Aujourd'hui, le Bénin se place en première position avec 730 000 tonnes pour la campagne précédente et s'engage à aller vers 1 million de tonnes dans les 2-3 ans à venir. Et après cette phase, le Bénin veut aujourd'hui transformer sa production en apportant de la valeur. En quoi faisant? Dans un premier temps, il faut installer les usines de filature de coton, de transformation de produits agricoles. Et dans un second temps aussi, il faut essayer de former davantage les ouvriers et qualifier de manière à ce que l'on puisse compétir avec les usines asiatiques et vietnamiennes qui reçoivent nos matières premières et qui les transportent, qui les transforment, qui les commercialisent sur l'Europe et les États-Unis. Dans un premier temps, nous allons asseoir les usines. Après avoir installé les usines, nous allons maintenant former les ouvriers de manière à ce que l'on puisse fabriquer les mêmes produits de meilleure qualité et à bas coût. Et dans ces conditions, l'énergie sera au maximum à 40 francs le kilowattheure, de manière à ce que nous puissions attirer davantage d'usines. Ceci étant, les défis s'imposent. Et il y a aujourd'hui, avec les réformes engagées par l'État, les opérateurs économiques, tous secteurs confondus, aujourd'hui ont l'obligation de se conformer à la gouvernance qui est bien tracée, qui est assez claire. Le ministre d'État, le ministre des Finances l'a répété. Nous avons une transparence en matière de gouvernance et aussi dans la législation locale. Pour toute entreprise qui arrive,
les informations sont assez claires, disponibles pour permettre à toutes les entreprises aujourd'hui de s'installer aujourd'hui au Bénin. La deuxième étape, comme je l'ai dit, le défi, c'est que toutes ces entreprises assurent une formation continue du personnel de manière à ce que l'on ait un service de qualité et des produits aussi qui sont assez compétitifs sur le marché européen. Mais, comme vous le savez, nous avons aussi à signaler qu'il y a d'énormes avantages pour une entreprise qui s'installe aujourd'hui au Bénin, à travers, bien sûr, l'amélioration du climat des affaires. Il faut reconnaître que le Bénin a surtout amélioré au niveau de la fiabilité, de la transparence, au niveau de l'administration foncière, qui a permis aujourd'hui aux banques d'assainir leur portefeuille. Et aussi à toute entreprise d'avoir une visibilité au niveau des procédures en matière de transfert de propriété et aussi de la mise en ligne du cadastre. L'État aussi a fait mieux, en quoi faisant? En mettant l'accent sur la digitalisation, la numérisation qui permet aujourd'hui à tout opérateur de faire des opérations de façon instantanée. Et au niveau du port autonome de Cotonou, le partenariat mis en place avec le groupe Anvers permet aujourd'hui de sortir des dédouanés ou bien de faire les opérations portuaires de façon instantanée, bien sûr avec l'accompagnement du secteur bancaire qui facilite l'encaissement, les opérations financières avec le port autonome de Cotonou. Je vais terminer avec la question foncière. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une transparence en matière fiscale qui permet aussi de donner une meilleure visibilité, un avantage à tout opérateur qui pourrait s'installer au Bénin. Je vous remercie. Je pense que le Bénin est sur la bonne trajectoire avec les axes stratégiques mis en place au niveau du PAG2. Le Bénin va maintenant entrer dans une nouvelle phase où le taux de croissance qui était initialement autour de 6-7 sera porté maintenant à 10 dans l'horizon de 2-3 ans que nous espérons aussi bien et pour le bonheur de nos populations. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ntekou. Alors, il est venu le temps de passer le temps des questions-réponses. Alors, je regarde mon horloge. Alors, malheureusement, nous aurons le temps de prendre une question de l'audience. Alors, je regarde. Alors, c'est une question qui est à l'endroit, je pense, de Monsieur Gangbès. Question d'un potentiel investisseur dans le secteur du numérique qui demande s'il y a un service du ministère du numérique pour aider les entreprises dans le digital et la tech à s'installer au Bénin et s'il existe également des avantages fiscaux. Oui, merci pour cette question. Je dirais à l'investisseur, dans un premier temps, de s'adresser à l'Agence de promotion des investissements et des exportations qui va, dans un premier temps, lui donner l'ensemble des informations dont il pourrait avoir besoin pour avancer, notamment toutes les dispositions mises en place par l'État pour les accompagner, c'est-à-dire le fait, par exemple, d'exonérer, de manière très précise, d'exonérer les équipements qu'il va devoir importer pour travailler sur place. Il y a une exonération de droits de douane totale sur ces équipements. Le fait également de pouvoir accompagner son entreprise en l'exonérant également d'impôts sur les sociétés pendant une période qui peut varier entre 7 ans et 17 ans, en fonction du lieu où il va installer son activité. Donc, l'agence est là pour lui éviter d'aller de ministère en ministère pour recueillir l'ensemble de ces informations. De manière spécifique, s'il veut avoir une question, il veut disposer d'une réponse précise à une question vraiment spécifique sur le numérique, nous pourrions l'orienter vers le spécialiste au niveau du ministère de l'économie numérique et de la digitalisation. Donc, de manière très claire, il s'adresse directement à l'Agence de promotion des investissements et des exportations et nous allons faire évoluer son dossier. Très bien. Eh bien, merci, Monsieur Gangbès. C'est déjà fini pour cette session Invest In qui est consacrée au Bénin. À nos intervenants, merci. Vous nous avez permis, d'une part, d'avoir un aperçu global des opportunités d'investissement qu'offrait le Bénin et d'autre part, vous nous avez permis d'avoir des exemples concrets et pratiques de vos expériences sur le terrain au Bénin. Chers panélistes, merci pour ce partage de vos expertises et expériences.
À vous qui êtes dans l'audience, merci de nous avoir accordé de votre temps. Mes remerciements vont également à l'endroit de notre partenaire Ecobank Bénin. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lors de la prochaine édition de l'Africa CEO Forum qui se tiendra à Abidjan les 13 et 14 juin prochains. D'ici là, portez-vous bien. Merci.